Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce dimanche qu'il n'est pas très joyeux, la pluie, le froid, on dirait qu'on est déjà dans l'hiver. Et en plus, avec la menace d'un reconfinement, il a de quoi déprimer. Croyez pas? Non, mais il faut avoir l'espoir. J'ai regardé mon Facebook, j'ai regardé que j'étais encore censurée en quelques publications parce que les médias vérificateurs ont trouvé que je publie des mensonges. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, j'ai trouvé cette image que j'ai partagée, j'ai trouvé vraiment, ça montre bien un peu de la réalité, de la bêtise, de la stupidité qu'une grande partie des mesures que le gouvernement est en train d'appliquer. Alors, pas de réunion de plus de 10 personnes, pas de réunion de famille, pas de manifestation, pas de bar, pas de restaurant, mais pour aller au boulot, pas de problème. Vous savez, le virus, il est tellement intelligent qu'il va attaquer seulement quand il veut. Vous savez, pardon, quand on parle de confinement, j'ai quelque chose à me dire et je vais commencer pour une vidéo que j'ai publiée tout au début du confinement. Elle est où? Attendez 2 secondes, là. Voilà, elle est là. Non, 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 elle n'est pas là. Où est-ce que je l'ai mis? Ma petite vidéo. Ah, elle est là. Ouais, je dors. Eh non, ça va rater rien. Rien qu'un virus pour faire oublier l'autre. Rien qu'un virus pour faire oublier un autre. Cette vidéo, elle a été publiée le 14 au 15 mars. Et ce jour-là, j'ai ressenti, parce que franchement, j'ai pas fait attention à ce qui était en train de se passer. J'avais d'autres soucis en tête, beaucoup de travail, des problèmes familiaux, mon père qui se faisait opérer. Et je pensais pas, j'étais pas au courant de ce qui était en train de se passer. Et le confinement, le Covid-19, le coronavirus au mois de mars, pour moi, c'était une surprise, même si ma petite voix, elle me disait, mais non, c'est encore un coup très, très bien monté. Et je ne me suis pas trompée d'un millimètre jusqu'ici. Je vous laisse écouter le professeur Toussaint. L'utilisation des mots qui ont chaque fois un sens nous amène à reconsidérer ce que sont les effets du confinement. Ils ont été absolument délétères, ils n'ont pas sauvé les vies qu'ils avaient annoncées pouvoir être capables de sauver. C'est une mesure sociétale majeure, c'est une arme de destruction massive dont on voit les effets sanitaires, dont on voit les effets sociaux, dont on voit les effets économiques actuellement, qui forment la réelle deuxième vague. Nous avions ce soir 52 décès en France en tout et pour tout, 43 hier, 78 mardi et 123 vendredi dernier. Je me demande où est l'exponentiel annoncé qui permet de tenir les mesures que l'on a imposées à Marseille. Parce que vous regardez les décès, ça dépend où on regarde. Le gouvernement, quand il s'exprime, annonce les mesures qui ont été annoncées hier en disant on se base sur des projections. Si on ne prend pas ces mesures aujourd'hui, les services de réanimation seront saturés le 11 novembre. Je peux vous donner les chiffres. Je peux citer le ministre de la Santé pour les téléspectateurs. Au rythme actuel, on peut s'attendre à ce que 40% des capacités régionales soient utilisées pour des patients Covid le 10 octobre, c'est la première échéance, 60% le 25 octobre et 95% autour du 11 novembre. Quand il dit ça, on comprend la justification des mesures, en tout cas sa justification à lui. Ça permet d'avoir une justification pour lui.
ça ne suit absolument pas la façon dont ce même type d'estimation avait été utilisé pour annoncer 500 000 décès en France, 70 000 décès en Suède, alors que la Suède termine à 6 000 décès. Donc les chiffres de cette nature se sont trompés de 90%. Il y a eu 10 fois moins de décès dans les pays qui n'ont pas confiné par rapport à ce qui était annoncé. Donc ce qui est annoncé actuellement, c'est 10 fois plus que ce qui va se passer. Voilà. Ce qui est annoncé actuellement, c'est 10 fois plus de ce que va se passer. Et moi, je reviens quand c'était le confinement, le premier. Chaque fois que je sortais, je me disais, mais il a un problème, en quelque part. Je sortais pour faire mes courses. Par exemple, si j'arrivais à tenir 4, 5, 6 jours à la maison, chose que j'ai jamais faite. Mais en même temps, je me disais, alors, même les personnes qui arrivent à tenir 6, 7, 8 jours à la maison, elles n'ont pas de symptômes, elles ne tombent pas malades. Ça veut dire qu'elles n'ont pas la COVID. Mais à chaque fois qu'elles sont obligées de sortir, elles courent le risque de se faire infecter. Mais quel bordel de confinement c'est celui-là? Et en plus, il avait une autre chose, une autre mesure que, franchement, moi, je rigole. De temps en temps, je rigole parce que je me suis dit, le moment que j'aurai des petits-enfants, un jour, je vais leur raconter, tu sais, mamie, il a eu un moment pour sortir, elle était obligée de signer une autorisation qu'elle se faisait à elle-même pour sortir. Je m'autorise à moi-même à sortir. Ben, je suis sûre, les enfants, ils vont dire, mais mamie, non, ce que tu me racontes, c'est pas vrai, c'est pas possible. Et oui, c'est ce que je pensais. Mais à ce moment-là, quand il disait que les enfants, ils étaient des vecteurs de contamination, en fait, c'était déjà tout le plan. Ils essayaient d'isoler les gens. Parce que les gens, quand elles sont isolées, elles ne parlent pas. Elles dépriment. Elles sont devant la télé, écoutent ce qu'ils disent, les médias. Alors, à quoi ça a servi un confinement? Qu'on pouvait sortir, aller faire des courses. Est-ce que ça pouvait, en quelque part, éviter que le virus il continue à circuler, même s'il était si dangereux, comme ils disent? Non, bien sûr que non. En plus, il a aussi une autre chose que je dis tout le temps. Cette maladie, ce virus, il était si dangereux. S'il tuait autant, comme ils disent, on ne serait pas en train de se disputer pour voir s'il faut utiliser des masques, s'il faut confiner ou pas. On serait en train d'enterrer les morts, de prendre soin des malades. On serait déjà mort aussi. Le bon sens, la logique, la réflexion, c'est bienvenu. Et là, c'est un des cas où elle est bienvenue. Je vous mets aussi un extrait d'une vidéo de Dr. Edouard Broussalin, c'est un homéopathe que j'aime bien, et Macrozy aussi. Je vous conseille vraiment cette vidéo. Écoutez ce moment et rigolez. J'essaye de faire simple à chaque fois, tu as vu, je me mords la langue, j'essaye de pas trop développer de choses, tout ça, mais... Non, mais il faut parce qu'on a besoin de comprendre, et puis ma chaîne, elle est là pour ça aussi, pour les personnes qui ne peuvent pas avoir ce genre de discussion avec leur médecin, et merci Edouard de nous partager ça, mais je ne comprends pas la différence, il faut que tu me réexpliques s'il te plaît. Alors, si tu veux avoir un truc qui soit ultra ciblé que sur le Covid-19, il sera ultra spécifique, mais il sera probablement peu sensible. C'est-à-dire que du coup, tu auras des faux négatifs. Si tu as un truc où tu es sûr de ne pas le louper, il va être ultra sensible et il va être moins spécifique. Et donc, tu auras des faux positifs. Je suis navré, on est coincé. Parce que là, aujourd'hui, non, on n'est plus coincé. C'est parce que tu vois, aujourd'hui, il y a tout ce tollé avec la fiabilité des tests. Oui, alors on a même fait pire que ça. Tu es assise? Je m'accroche. Allez, j'ai une de mes amies qui est dermatologue, qui est une fille excessivement brillante, et pas tombée de la dernière, puis la fille.
Alors, elle et ses copains, ils ont chopé des tests PCR tout neufs. Ils n'ont pas servi. Ça va, tu m'entends bien? Je répète, on a pris des tests PCR neufs. Ils n'ont pas servi. Et les ont envoyés au labo. Ne me dis pas qu'ils ont été positifs. Avoue que celle-là, elle est bonne, non? Alors, je ne sais pas quelle proportion, mais On parle bien des échantillons nasopharyngés et pas d'un test salivaire. Hein. C'est ça qui est excellent. Alors, du coup, Bon, tu vois, est-ce que c'est le test même qui est foiré? Est-ce que c'est une volonté délibérée de créer des cas? J'étais en vacances en Bulgarie et il n'y a eu plus personne je vais recommencer doucement. Tu vas comprendre comment on va comptabiliser les cas de coronavirus. On entend que dans le village, il y a au moins 500 cas de coronavirus. Tu te dis, putain, ils sont tous malades et pourtant, ça a l'air de plutôt bien se passer. Alors, tu prends les renseignements auprès de la population. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils vont tous voir leur médecin, ils lui filent un bac chiche, et le gars le déclare coronavirus positif, tampon, arrêt de travail, roule ma poule. Bon. Vous avez bien entendu. Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Il y a des questions qu'il faut se poser. Est-ce que c'est la bêtise? Est-ce que c'est la stupidité? Est-ce que c'est volontaire? Pourquoi? C'est des questions à se poser. Pourquoi? Comme je dis toujours aussi, les tests positifs, vous n'êtes pas malade, vous n'avez pas de symptômes. Vous n'êtes pas obligé de vous faire tester. Bon, peut-être qu'il y a les cas des personnes qui veulent voyager, qui sont obligées, mais les autres ne sont pas obligés. Même votre employeur, s'il vous impose un test, vous n'êtes pas obligé de le faire. La seule personne qui peut vous dire de le faire, c'est votre médecin, ou même le médecin du travail. J'ai eu cet exemple, je peux vous le montrer parce que je l'ai vécu à mon travail. Il y a eu quelqu'un qui était testé positif à la COVID-19, au coronavirus. Ils nous ont dit, vous êtes obligés, vous attendez 3 ou 5 jours et vous allez faire un test et après vous reprenez le travail si le test il est négatif. Et moi, je l'ai dit tout de suite, moi, je ne ferai pas le test. Ah, mais vous êtes toujours en train de râler. Non, je ne ferai pas le test. Vous ne pouvez pas m'imposer à faire le test. Je suis protégée par la loi du secret médical et je suis protégée par la loi du Code de la sécurité sociale. Aucun traitement, aucun acte médical peut être effectué sur moi si je ne suis pas d'accord. Si vous voulez m'envoyer vers le médecin de travail, j'irai. Et après, c'est lui qui décide si je vais faire un test ou pas. Et encore là, je peux dire que non, je ne vais pas. Vous pouvez m'obliger à être confiné, mais pas à faire un test. Bon, moi, mon travail, je pouvais être en télétravail. Qu'est-ce qui était décidé? Personne ne m'a répondu après. Mais 20 minutes après, 30 minutes après, le responsable, il vient. Oui, d'accord, on va attendre. Vous n'allez pas faire les tests, pas besoin de faire les tests. Par contre, vous restez en télétravail. Comme quoi? Comme quoi? Comme quoi? Après, j'ai cette vidéo aussi, BFM, que en même temps, c'est quand même drôle. Comme quoi? Sondage BFM, 65% des Français ne font pas confiance à l'exécutif pour lutter efficacement contre l'épidémie. Moi, je me demande, 65%, il y a encore quelqu'un qui fasse confiance à ce gouvernement? On écoute encore le professeur Toussaint. Parce que ce qu'il dit, franchement, il faut vraiment l'écouter. Le conseil scientifique sort totalement de son rôle, qui est un rôle de conseil et pas du tout un rôle d'entretien de cette hystérie. Voilà. Le rôle du conseil scientifique, c'est un rôle de conseil et pas de cette hystérie. On voit à partir de là qu'il y a dans
les décisions, une tentative de faire passer l'effondrement économique que nous allons connaître et qui est la conséquence du confinement décidé et soutenu par le Conseil scientifique au printemps, de faire croire que cette crise actuellement est encore masquée par une crise sanitaire. C'est une crise économique, sociale, absolument majeure que nous allons connaître et c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Voilà. Cette crise économique et sociale qui va venir, il a des milliers de faillites, le chômage encore plus. Moi, je pose cette question depuis le début du mois de mars, depuis le confinement. Le jour que les gens ils n'auraient plus à manger, qu'est-ce que ça va le faire plus peur? Le coronavirus à la fin. Qu'est-ce que ça ferait plus peur? La Covid-19 ou la famine? Le côté sanitaire doit être retenu, l'épidémie n'est pas finie, il reste encore des contaminations, il reste encore des cas en réanimation et il reste encore des décès, mais nous ne sommes plus du tout dans le degré d'urgence qui était celle qui avait justifié la création de ce conseil. Donc il faut arrêter ce constat, il faut le faire et s'intéresser aux points les plus importants. Quand Auchan décide de supprimer 1475 postes hier, ça ne fait absolument plus la une parce qu'on a... Voilà, Auchan, elle supprime plus de 1000 postes. Ça ne fait pas la une, on ne parle pas. Et pourtant, c'est quelque chose de très important, sachant que Auchan, il reçoit énormément de l'argent de l'État. Notre argent à nous, de nos impôts. Voilà. Il faut réfléchir et ne pas tout croire à ce qu'ils disent à la télé, mais de temps en temps, ils sont obligés de donner la parole à ceux qui disent la vérité et qui font preuve de bon sens. Maintenant, je vais finir cette vidéo. Je vous laisse avec le docteur Laurent Tobiana, que je trouve excellent. C'est pas quelqu'un comme moi, que je suis pas médecin. C'est quelqu'un comme le professeur Toussaint, comme le professeur Raoul, comme le professeur Perron. Son livre, il a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? Cette question, je me la pose énormément de fois. Je finis cette vidéo, je vous dis à très bientôt. Je vous laisse avec le professeur de Laurent Tobiana. Le cas aujourd'hui, nous sommes encore dans un objectif de maîtriser l'épidémie. Nous ne sommes pas dans la situation du printemps dernier et donc n'envisageons pas de confinement. Voilà, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Va-t-on reconfiner? On en parle donc ce soir. Est-ce qu'on doit reconfiner pour mettre fin à cette épidémie, même localement, comme c'est le cas par exemple en Espagne? Pardon messieurs, mais on a l'impression que toutes les mesures mises en place jusqu'à présent n'enrayent pas la propagation, la progression de cette épidémie. Bonjour. Bonsoir. Est-ce qu'on doit reconfiner alors? Vous regardez ce que c'est écrit en bas. Les hôpitaux de Paris vont déprogrammer des opérations chirurgicales non urgentes de ce week-end. Vous savez combien de morts a-t-il eu parce que des gens n'étaient pas soignés? Et ça, c'est compté comme victime de la COVID-19, décès de la COVID. C'est les dommages collatéraux. Il faut voir bien qu'est-ce qui est plus grave, la COVID, le coronavirus ou les mesures. Chez moi, on a une expression que je ne sais pas le traduire en français, mais c'est comme si le traitement, c'est pire que la maladie. Et c'est le cas de ces mesures gouvernementaux. Elles sont démesurées, elles sont stupides. Mais, encore une fois, je vous laisse avec Laurent Tobiana. Vous savez, sur ce plateau, j'avais dit il n'y a pas si longtemps, tout ce que j'entends est faux. Je continue à le dire.
Alors, j'avais dit presque tout ce que j'entends est faux. Et ce que je vais dire là ce soir va vous sembler une énormité. Et je sais bien que je peux choquer les gens en le disant. Nous avons signé à 200 chercheurs une tribune qui disait « Nous ne voulons plus être gouvernés par la peur ». Cette tribune, c'est 200 chercheurs de toutes les disciplines et des médecins. Nous pensions avoir été entendus. Nous avions en tout cas pas cette prétention, mais cet espoir. Et effectivement, le Premier ministre, le 11 septembre, n'a pris aucune mesure. Et là, le coup de bâton arrive, si vous voulez, hier. C'est un coup de bâton, ce qui a été annoncé hier. Écoutez, pendant à peu près un tiers du temps, on a entendu un discours technocratique auquel on ne comprenait rien sur la forme, mais sur le fond, on l'entendait très bien. C'était il se passe quelque chose de grave en France, il va y avoir une seconde vague peut-être, et nous allons prendre, et après pendant deux autres temps équivalents, c'est-à-dire 2 tiers du temps, on nous a assommés avec des mesures absolument extravagantes. Donc, si vous voulez, tout s'appuie dans cette affaire-là sur une peur, et cette peur est fondée sur quoi exactement? Sur des courbes qui baissent, des hospitalisations, là je viens d'entendre, qui sont finalement tout à fait standards. Je regarde, moi là... Pardon, 31 000 morts en France en 3 mois, c'est pas tout à fait standard. Mais pourquoi? Est-ce que vous êtes sûr de ça? Au regard des épidémies récentes? Au regard de quelles épidémies? 31 000 morts, déjà, il y a eu 20 000 morts. La 10 000 morts par an, par exemple. En janvier 2017, il y a eu 15 000 morts de la grippe. Donc voilà. Voilà. Donc voilà. Désolée, je reviens parce que ça, il fallait le commenter. Moi, je ne le savais pas, je viens de l'apprendre. En janvier 2017, il a eu 15 000 morts de la grippe. En un seul mois. Est-ce que vous le saviez? Non, pourquoi? Parce que les médias, ils n'ont pas parlé. Encore une preuve que cette pandémie, cette épidémie, elle est construite. C'est une manœuvre de marketing, de stratégie, de propagande des médias qui sont subventionnés par le gouvernement, qui font leur politique pour favoriser les lobbies de l'industrie pharmaceutique. Réfléchissez à ça. 15 000 morts en un mois. Vous voyez? Et il y a eu d'autres... on n'a pas arrêté l'économie pour autant. Il ne me semble pas. Tout ce qui est fait est donc non seulement ne sert à rien, mais dangereux, c'est ce que dit M. Toubiana, oui. Parce qu'on fait peur aux gens. Et ça ne sert à rien. Mais je ne partage pas cette lecture et je ne partage pas la lecture des courbes tant s'en faut. Chacun a le droit d'avoir une opinion, naturellement, et c'est l'histoire, mais dans longtemps. Et après un certain nombre de victimes qui permettra de départager les uns les autres. Alors c'est vrai que la grippe tue chaque année 10 à 15 000 personnes. Voilà, c'est vrai. Ça me paraît. Cette année, elle a tué 72. Ah, eh oui, la peur. On fait la peur. Et après, c'est les lanceurs d'alerte qui font la peur. Bon, voilà. Là, je vous dis au revoir, à très bientôt et merci.